Je profite de l'occasion pour dire bonjour. Voilà, pour saluer. Donc, bonjour Yoav, bonjour Yoav Rossano, merci encore une fois de nous accueillir et de faire en sorte que toutes ces émissions se passent, toutes ces émissions Zoom se passent aussi bien. Voilà. Merci. Et donc là aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anne Waxman, donc qui est parmi nous. Anne est avocate d'affaires dans un gros cabinet anglo-saxon. Elle est professeure au Collège d'Europe où elle enseigne le droit de la concurrence. Et bon, elle est également présidente de la CEAC, hein, je ne sais pas si nouvelle présidente de la CEAC et de la CEAC. Et surtout depuis peu, elle est l'auteure de ces excellents français, Une famille juive sous l'occupation, qui est édité aux éditions de la Nuée Bleue. Voilà, qui vient de sortir, préfacé par Jean-Louis Debré. Donc, je le montre encore une fois, hein, voilà, trouvable dans toutes les bonnes librairies, et qui est un ouvrage tout à fait passionnant et original par plein d'aspects, et notamment par la méthodologie. Qui étaient ces excellents Français? Anne parle de sa famille, de son père, qui était petit à l'époque, qui avait 4-5 ans, enfin, il est né en 1935, surtout de ses grands-parents, de son arrière-grand-père, enfin de ses arrière-grands-parents, mais il sera surtout question de son arrière-grand-père côté maternel, c'est-à-dire par sa grand-mère maternelle. Donc une saga familiale qui va nous entraîner dans l'histoire de Strasbourg pendant la guerre, enfin avant la guerre, pendant la guerre et juste après. Anne Waxman, vous avez fait des recherches historiques très impressionnantes. Donc, vous n'êtes pas historienne, mais vous faites œuvre d'histoire, incontestablement. Et vous le faites pour nous, lecteurs, qui sommes heureux de lire ça et de voir aussi, parce que le livre est abondamment illustré, ce qui est assez rare. Vous avez récupéré énormément documents de famille et surtout de cartes postales, on va en parler. Voilà, il y a plein d'illustrations. Donc, vous faites œuvre pour le lecteur, pour vous évidemment, et justement, il y a toute une question en fait, de transmission. C'est que manifestement, vous avez connu vos grands-parents qui ont dû vous parler de cette période ou pas, enfin probablement pas. Et vous faites vous recomposez à travers toutes vos recherches, à travers ce livre, vous recomposez l'histoire de votre famille, mais qui ne vous a pas du tout été transmise manifestement. Alors, évidemment, les premières questions, c'est d'abord, est-ce que je me trompe sur ce point-là? Et puis, comment est-ce que vous vous y êtes prise? Et vous allez nous raconter évidemment comment tout a commencé en fait. Pourquoi vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais c'était quoi l'histoire de ma famille? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que ça vous a manqué? Voilà. Racontez-nous un petit peu le ressort du livre avant qu'on rentre précisément dedans. Merci Gabriel pour cette introduction. Donc, en fait, la genèse du livre, c'est les cartes postales que mon père, donc, qui est né en 1935, donc qui avait entre 5 ans et 10 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était un enfant. Mon père a reçu de son propre père, donc mon père s'appelle Jean-Paul et son père s'appelait Léopold, en fait Poldi, a reçu 100 ou 150 cartes postales pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père en parlait assez souvent de ces cartes postales. Ils étaient un peu... il en parlait, mais je ne les avais jamais vues. Puis, on les retrouve dans un fond de tiroir. Et évidemment, j'étais très intéressée. De comment est-ce qu'une famille juive s'échange des cartes postales, une centaine, hein, c'est beaucoup. Et elles étaient très gaies, c'est des cartes postales d'enfants avec des dessins, des enfants qui font des bêtises, des petits chats aussi, hein. Donc les petits chats qu'on voit maintenant sur Internet, ils étaient déjà là avec une vertu éducative pour les enfants. Donc on retrouve ces cartes postales et je me suis dit, bon, bah, pour les 80 ans de mon père, je vais essayer de lui faire un petit livret avec tout ça, parce que c'est bon, c'est fragile. Je vais me remettre les textes en fin de livret, et puis je prends un graphiste et on fera un petit quelque chose. Ça, c'était pour l'année 2015. Alors, vous voyez, on est en 2021 et entre-temps, évidemment, les choses avaient changé. Parce que j'ai commencé à regarder les cartes postales. J'ai trouvé les adresses, je vois des adresses dans l'Allier, je trouve des adresses à Grenoble, à Agen, à Toulouse.
même en Suisse, en 39. Donc, je me suis dit, bon, j'avais envie d'en savoir plus. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement bougé? Parce qu'on a souvent une vision un peu statique de la guerre. Bon, ils n'étaient manifestement pas restés à Strasbourg, ça je le savais à peu près, mais je n'avais pas imaginé qu'ils avaient autant bougé, parce qu'on a plutôt l'impression que les gens, dès qu'ils trouvaient un endroit pour se cacher, finalement, ils y restaient. Et puis voilà. Donc j'ai commencé à te retracer une chronologie, j'ai regardé un peu, mais qu'est-ce qui se passait à la même époque à Grenoble? Il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe à Agen? Agen, c'est une ville assez petite, donc c'est plus compliqué pour vous trouver des choses. Et quand j'avais avancé sur ce thème-là, j'avais fait une introduction et je me suis dit, bon, maintenant c'est dommage, j'ai envie de mettre une photo de mon père à l'époque, ou une photo de mon grand-père, une photo de mon arrière-grand-père. Donc je farfouille. Et je trouve rien du tout dans un premier temps. Et puis mon père me dit, ah mais toutes ces vieilleries, je veux plus en entendre parler, j'ai rien du tout, arrête tes trucs. Bon. Finalement, on descend quand même ensemble à la cave. Et dans un carton, qu'est-ce qu'on trouve? Des dizaines de photos. Alors, il y avait toutes les périodes, hein. Il y avait aussi la bar mitzvah de mon frère. Donc, vous voyez un peu d'il y a quelques années. Donc, tout était mélangé, les toiles de ski. Mais il y avait énormément de photos. Alors, on les a triées ensemble, des documents. Et là, je suis tombée aussi sur des fausses cartes d'identité, où justement je découvre que mon grand-père, Léopold Waxman, donc, qui était avocat dans les années 30 à Strasbourg, avait des cartes d'identité fausses, notamment sous le nom de Wilm, avec le même W que Waxman. Je trouve toute une série de documents. Et ça. Alors une fois là, j'étais vraiment tombée dedans, dans ce carton miraculeux, hein, que j'appelle le carton au miracle dans le livre. Je suis tombée dedans. Et le récit s'est étoffé de façon importante et j'y ai travaillé plusieurs années jusqu'à sa publication à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire en fait plus de 5 ans de travail. On a complètement changé le petit livret qui était un petit cadeau d'anniversaire en un vrai livre pour ma famille et plus largement aussi, évidemment, en termes de témoignages. Ah, il y a quelqu'un qui... Ça va bien? Grave. Merci. Voilà, un petit bruit parasite. Alors effectivement, donc au début, c'était pas censé être un livre. Hein. Au début, c'était censé être pour l'anniversaire de votre père. Et puis, vous êtes plongé dedans. Alors, il y a des récits. D'abord, il faudrait peut-être situer en fait un peu votre famille avant qu'on parle aussi de Strasbourg. Parce que pour comprendre comment vos parents, votre famille, vos grands-parents, arrière-grands-parents ont survécu, il faut parler de la personnalité, vraiment la personnalité fondamentale du livre qui supporte. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Yoav, c'est quoi ça? Alors, il y a juste les micros qui sont ouverts. Quelqu'un a un problème de micro? Il y a juste nos micros qui sont ouverts? Oui. Oui. Alors, voilà. C'est bon. Allez, on va reprendre. D'accord. Donc, je reviens à, voilà, Anne, je reviens à votre arrière-grand-père, Adolphe Frank. Alors, il est un peu la clé de voûte pendant la guerre. C'est lui la clé de voûte des pérégrinations de votre famille. Alors, qui était Adolphe Frank? Donc, c'était un juif allemand. Mais racontez-nous un peu le personnage tel que vous le racontez dans le livre. Hein. C'était un juif allemand donc, qui était arrivé à Strasbourg au moment de juste avant la Première Guerre mondiale. Mais racontez-nous qui il était. Après, on continue. Voilà, donc Adolphe Frank, c'est mon arrière-grand-père. Et donc Adolphe a eu 4 enfants. Il y a 3 frères et une sœur, une fille qui est Lise Frank, et c'est elle qui épousera mon grand-père, Léopold de Waxman. Et qui auront 2 fils, dont mon père en 1935. Donc mon arrière-grand-père Adolphe, il avait toujours un peu cette réputation d'un homme à poigne. D'ailleurs, on voit sur les photos, hein, c'est quelqu'un d'assez costaud, qui a l'air très, très, très décidé.
Donc lui, sa famille est née en Allemagne, à Constance, et ils sont venus à Strasbourg avant 1918, bien avant, début du XXe siècle, parce qu'à Strasbourg, comme vous le savez, c'était l'occupation allemande, mais les Allemands investissaient énormément. C'est la construction de la Neustadt, une université impériale. Et donc, beaucoup d'Allemands viennent s'installer là, puisque c'est une région, l'Alsace est une région dynamique de l'Allemagne. Donc, ses parents viennent s'installer là, et lui, donc il arrive, il est adolescent à Strasbourg. Il va devenir un commerçant dans le domaine du tissage. Donc, il sera un commerçant qui va non pas faire fortune, hein, je le dis dans le livre, ma famille, c'était pas des Rothschild, mais enfin, c'était des bourgeois du côté d'Adolphe, des bourgeois relativement bien installés. Mon arrière-grand-père dispose d'une très belle maison rue Paul Muller-Simonis, qui s'appelait rue Saint-Fridolin à l'époque, hein, qui a changé de nom à la fin de après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a un bel hôtel particulier. Oui, continue. Et donc, il est un commerçant talentueux. C'est un commerçant talentueux qui est aussi franc-maçon. Donc, il a un haut grade, c'est un franc-maçon haut gradé du Grand Orient. Et il réussit le tour de force, puisqu'il est d'origine allemande, en 1918, comme vous le savez, à Strasbourg. La plupart des Allemands, et en Alsace, mais à Strasbourg en particulier, les Allemands sont expulsés. Hein, ils ne sont plus du tout, évidemment, en odeur de sainteté. Le gouvernement change, et une des manières de créer l'unité nationale entre l'Alsace et la France, c'est de chasser les Allemands. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père en 1918 va réussir à rester. Alors évidemment, c'était profil bas pour on appelait ça les Altdeutsch. Donc c'est des Allemands qui étaient installés en Alsace et non pas des Alsaciens qui étaient devenus Allemands. Et donc, ce qu'on dit dans ma famille, c'est que grâce à ses accointances franc-maçonnes, il a pu rester et surtout rester toujours dans son propre commerce et donc avoir une vie assez agréable dans l'entre-deux-guerres à Strasbourg, avec s'occupant de ses enfants, puisque sa femme Marthe décède en 1936, il s'occupe de ses 4 enfants. Donc l'un est magistrat en 1939, un autre a commencé des études de médecine, le troisième est encore à l'école, et ma grand-mère, elle, a rencontré Léopold de Waxman. Alors Léopold de Waxman, lui, ses parents viennent de Pologne, ils sont arrivés plus tardivement en Alsace. Donc ils sont arrivés plus tardivement en Alsace. Ils ont une boutique d'habits, hein, dans la bonne tradition. Donc c'est pas du tout les mêmes classes sociales. Et comme on disait chez mon grand-père Waxman, chez mon grand-père Franck, pardon, mon arrière-grand-père, les Waxman, on les appelait les Polacs. Et malgré tout, il accepte que Léopold de Waxman, parce qu'il est devenu avocat et que c'est une personnalité brillante, qui n'apprend le français qu'à l'âge de 15 ans, hein, puisqu'il était en Alsace, qui était allemande. Donc il prête serment, Léopold de Waxman prête serment en 28 et épouse Lise Waxman avec l'accord d'Adolphe. Malgré disons, la différence sociale entre les deux familles. Et donc, Lise a une vie, elle habite à l'île de la Robertsau en 1939 avec son mari, avec un petit Jean-Paul qui est né en 1935. D'accord. Alors, ça, c'est pour le cadre. Ma première question, enfin, un de mes premières, parce que l'histoire de votre famille est étonnante à bien des égards. Une de mes premières vraiment questions, c'est comment se fait-il qu'ils aient quitté Strasbourg avant l'évacuation de Strasbourg? En fait, votre grand-père a eu une intuition, votre arrière-grand-père a eu une intuition incroyable, a été vraiment, a été plus intelligent, on ne sait pas pourquoi, il a quitté,
enfin si, vous l'expliquez dans le livre, hein, mais pour plein de raisons, il a quitté Strasbourg avant l'évacuation donc de septembre 39. Et ça a été, il a ainsi évité à sa famille donc les douleurs de l'exode. Ça, c'était déjà un premier sujet d'étonnement. Le deuxième sujet d'étonnement de la même époque, c'est votre père qui est envoyé dans un home d'enfants en Suisse, également à cette période-là. Comment ont-ils pu aller en Suisse je crois, c'était entre septembre et novembre. En 30... Pardon 39 39, oui. Novembre 39, je veux dire, exactement à la même époque, d'aucuns ne pouvaient déjà plus aller en Suisse, d'autres juifs français ne pouvaient plus aller en Suisse. C'est très étonnant, quand on lit votre livre, il y a quelque chose... Alors bon, évidemment, ils se sentent traqués, mais il y a quelque chose de lisse qui ne correspond pas, disons, à l'image qu'on a en général de cette période-là. Et voilà, alors que vous expliquez, hein, vous l'expliquez dans le livre, hein, ça tient. Alors, peut-être un mot, effectivement, quand je faisais le livre et que j'expliquais un peu la vie de ma famille, la vie quotidienne, parce que c'est ce qui m'intéressait aussi, parce que la question qu'on se pose quand on fait ce genre de témoignage, très indirect, hein, moi je suis la petite fille de mon grand-père, la fille de mon père, et puis encore plus loin avec mon arrière-grand-père, c'est comment, à cette époque, comment les gens ont survécu, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils étaient héroïques, est-ce qu'ils étaient lâches, est-ce qu'ils étaient très braves, très courageux, ils ont eu de la chance? Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque? Comment j'aurais fait pour me ravitailler? Est-ce que j'aurais travaillé? Donc, on a toutes ces interrogations et on en a plein d'autres, évidemment. Alors, la première question, c'est que d'abord, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai écrit ce livre. Et la première, c'était que j'avais rédigé, alors je m'étais renseigné sur l'évacuation de Strasbourg, hein, le 1er septembre 1939, au moment de la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne, suite à l'invasion de la Pologne. Et donc, je m'étais dit, l'évacuation de Strasbourg, c'est assez logique. Donc, ils ont dû partir avec leurs petites valises, là, les 30 kilos maximum. Le tocsin sonne et hop, tout le monde doit partir et c'est l'horreur. On est dans des trains mal fagotés, de couverture, arrivé à Périgueux, etc. Bon, j'avais rédigé ça. C'était un peu un petit morceau de bravoure. Et justement, dans le carton de mon père, j'ai retrouvé des éléments qui m'ont fait complètement... j'ai éliminé ces passages parce que je me suis rendu compte précisément qu'Adolphe... Alors, est-ce que c'est parce qu'il était allemand et qu'il lisait la presse allemande? Il avait vu l'élection d'Hitler en 1934, l'incendie du Reichstag, les accords de Munich. Bon, il voyait très bien la politique antisémite très dure qui se mettait en place en Allemagne. Hein, ils étaient vraiment à côté, évidemment. Donc... en tout cas, à partir de l'année 1939, alors tout le monde dit oui, la guerre, les accords de Munich finalement, tout ça, la guerre allait éclater, mais enfin bon, encore faut-il avoir le courage de quitter son confort, hein, puisque c'était des bourgeois confortablement installés à Strasbourg. Et donc, mon arrière-grand-père commence probablement au début de l'année 39 à chercher un point de chute en France, la France de l'intérieur, hein, comme on dit en Alsace. Et au mois de mai, alors je suis certaine des dates puisque j'ai contrat de bail, le 1er mai 1939, hein, donc 4 mois avant le début de la guerre, il loue une villa dans un petit village qui s'appelle Néry-les-Bains, qui est dans l'Allier, donc en Auvergne, au centre de la France. Et alors, c'est assez amusant parce que c'est un commerçant avisé, puisqu'il prend un bail pour 6 mois ou 9 mois et pour 1 an, avec la possibilité de le résilier tous les 3 mois, parce que ce n'est pas la peine non plus de payer un bail d'une villa à Néry-les-Bains qui est à plus de 500 km de Strasbourg, si on n'a pas besoin de l'occuper et qu'il ne se passe rien. Donc ça m'a beaucoup amusé, c'est aussi parce que je suis juriste, mais en tout cas, donc il prend cette villa à Néry-les-Bains. Donc Néry-les-Bains, personne ne connaissait cet endroit dans ma famille. Alors c'est vraiment le centre de la France, donc peut-être qu'il s'est dit que c'était loin de toutes les frontières, mais ça restait central, donc peut-être avec une forme de protection. C'est à côté de Montluçon, c'est pas loin de Moulins et c'est dans le même département que Vichy, c'est une centaine de kilomètres de Vichy. Donc mon arrière-grand-père, à ce moment-là, dit prend un bail dans une villa tout à fait coquette, proprette, avec un petit jardin. J'ai beaucoup de photos après en 40 de ma famille dans ce jardin.
Et il dit à toute la famille, parce qu'il était très autoritaire, donc à ses 3 fils, à sa fille qui était mariée avec un enfant, il dit: vous venez avec moi, cet été on va à Néry-les-Bains, qui était une ville d'eau comme son nom l'indique, une ville thermale avec un casino, mais encore une fois une ville minuscule, hein, de moins de 2000 habitants. Et il emmène tout le monde et il dit on va se mettre là cet été et ensuite on verra. Et on a vu ce qui s'est passé, donc septembre, déclaration de guerre, septembre 39 aussi, évacuation de Strasbourg. Donc ils n'ont pas du tout vécu cette évacuation très dure où les gens étaient ballottés, ont dû se retrouver à Périgueux du jour au lendemain, sans logement. Et ils n'ont pas vécu non plus l'exode, puisque l'exode, comme on le sait bien, c'est un an plus tard, en juin 1940. Donc eux, en juin 1940, ils sont au centre de la France, on va dire bien tranquillement, c'est peut-être pas le mot, parce que la France a perdu la guerre de façon éclair. Hein. En quelques semaines, la campagne de France a été perdue de façon très brutale par l'armée française. Et donc, probablement, ma famille était tout à fait effondrée de cette situation et sentait que le pire allait venir. Mais en tout cas, ils ne sont pas sur les routes comme des millions de Français, avec toutes ces images qu'on a bien en tête par le cinéma. Donc Adolphe tenait bien sa petite famille et là, comme je le dis dans le livre, il a dû jubiler un petit peu d'avoir anticipé tout ça, mais en même temps, le temps n'était plus à la jubilation puisque avec l'arrivée de Pétain et du gouvernement de Vichy, dès le mois de septembre 1940, les Allemands prennent des ordonnances pour la zone occupée. Ah oui, un point que je n'ai pas précisé, alors ça c'est vraiment de la chance, Néry-les-Bains se trouve en zone libre, se trouve juste au sud de la ligne de démarcation, alors que par exemple Moulins, qui est également dans l'Allier, Moulins va être séparé en deux, entre une partie de la ville est en zone libre, une partie est en zone occupée. Et donc il a cette chance d'avoir choisi une ville qui est au sud de la ligne de démarcation, qui évidemment a été un avantage énorme, hein, parce qu'être en zone occupée, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour... Alors, lorsqu'ils sont à Néry-les-Bains, votre grand-père, Paul Dye, est déjà avocat à Strasbourg. Comment fait-il? Il ferme son cabinet, son étude, il va se retrouver ailleurs, donc à Marseille, mais racontez-nous un peu. Oui, alors donc Adolphe a demandé à tout le monde de venir. Alors mon grand-père, j'imagine, il était avocat depuis plus de 10 ans. Il était en couple avec ma grand-mère, avec la fille d'Adolphe. Donc bon, on lui dit de tout lâcher comme ça du jour au lendemain. Donc il a dû fermer son cabinet. Je sais pas, il n'a probablement même pas eu le temps de prendre quelques dossiers. De toute façon, il ne pouvait pas plaider dans une autre ville. Donc la guerre éclate, donc on est en 39, puis la guerre est perdue. Donc mon grand-père se dit, à ce moment-là, il ne peut pas rester à Néry-les-Bains comme ça, c'est pas possible, il a charge de famille. Et donc alors curieusement, il va à Marseille. Alors on imagine mon grand-père qui était, voilà, qui était assez rigide, qui ne devait peut-être pas aller très souvent dans le sud. En tout cas, les vacances, c'était plutôt en Suisse. Et donc, il va à Marseille au moment de la défaite, donc il y est en juin 39, et il cherche du travail. Alors, probablement, il a voulu se réinscrire au barreau de Marseille, mais c'était pas possible, c'était trop compliqué, puis il n'avait pas de clients. Et il va trouver à l'été 39 ou à l'automne 39 un travail de juriste dans un cabinet de comptabilité, d'audit, qui s'appelle la Fiduciaire de France. C'est un grand cabinet en France avec des filiales dans toute la France à l'époque. Il y a déjà 250 personnes qui travaillent. Hein. C'est un peu comme les KPMG et les Deloitte actuels. Donc il y avait des comptables, des fiscalistes, et mon grand-père se fait engager, je n'ai pas la date exacte, mais probablement peut-être septembre 1939. Donc on s'imagine à quel point c'est la pagaille en France et l'horreur absolue. Avec l'occupation allemande qui commence. Hein. L'armistice date du 22 juin 1940. Et mon grand-père décroche ce job de juriste dans un grand cabinet pour faire du secrétariat juridique, du droit commercial, donc des choses qu'il connaissait très bien. Alors ça, c'était donc il continue, la vie continue. Donc on est à Néry-les-Bains, la vie continue. Et autre chose d'assez étonnant, c'est que votre arrière-grand-père va retourner en fait à Strasbourg après. Enfin, il va poursuivre ses affaires. Et ensuite, il y a le statut des Juifs d'octobre 40. Je veux dire, comment est-ce que ça a été reçu et comment est-ce que ça a impacté
Voilà. Alors, personne n'est rentré à Strasbourg, hein, parce que Strasbourg et l'Alsace, en réalité, sont complètement annexés par l'Allemagne. Oui, pardon. Donc, c'est pas une zone occupée, c'est carrément rattaché au territoire nazi, donc sous administration d'un Gauleiter. Hein, alors, mon grand-père va retourner une ou deux fois en Alsace, mais c'était avant la défaite. Donc, la vie continue. Alors, mon arrière-grand-père, c'est une des grandes interrogations. C'est une des grandes interrogations, évidemment. Comment trouve-t-il, comment les Juifs se financent? Où est l'argent? Un bruit là. Où est l'argent? Donc, mon arrière-grand-père avait dû emmener, je ne sais pas, de l'or, parce que évidemment, il y a le statut des Juifs, les comptes bancaires vont être bloqués, et sans parler des comptes ou de l'argent qui était resté en Alsace, qui avait été confisqué par les nazis, qui ont spolié les Juifs, arianisé en Alsace. C'est tout de suite tout ce qui appartient aux Juifs est immédiatement occupé et revendu, bien entendu, à une population parfois bien contente de prendre possession de ces appartements à vil prix, on va dire. Donc mon arrière-grand-père va rester toute la guerre à Néry-les-Bains, là, comme un coq au milieu du village, il faut bien le dire. Hein, il est dans une des plus jolies villas de Néry-les-Bains, et il va y rester quasiment jusqu'à la fin de la guerre. Les derniers mois de la guerre, l'été 44, l'un de ses fils va venir le chercher, le cacher dans la Creuse, parce que il y aura encore des arrestations au mois de mai-juin 44, et il y avait beaucoup de Juifs à Néry-les-Bains. Alors, ça, c'est une des interrogations, hein, Gabriel, du livre. Pourquoi est-ce que ma famille est allée à Néry-les-Bains? Pourquoi Adolphe choisit cet endroit? Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Il se trouve que c'est assez amusant. Un des grands historiens de la Shoah, qui s'appelle Friedlander, qui est un ami, enfin, voilà, Saul Friedlander, qui a écrit beaucoup de livres sur la Shoah, qui est d'origine tchèque, a écrit un livre de mémoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il explique comment lui a survécu et pas ses parents. Et il a passé 2 ans à Néry-les-Bains. Alors, Néry-les-Bains, hein, encore une fois, c'est complètement un village minuscule. Et donc, grâce à ces mémoires, j'ai pu retrouver un peu de la vie de Néry-les-Bains. Et là encore, c'est assez intéressant parce que lui, quand il arrive à Néry-les-Bains, il a une dizaine d'années, et ils sont d'origine tchèque. Donc, c'était des bourgeois, des intellectuels de Prague, qui se retrouvent en France parce qu'ils s'étaient dit que c'était la patrie des droits de l'homme et qu'ils allaient être protégés des nazis. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas une fois que la guerre est perdue. Et de Paris, ils quittent Paris et vont à Néry-les-Bains. Et donc, il a écrit un peu ses souvenirs d'enfant de Néry-les-Bains jusqu'en 41, début 42. Et il raconte qu'il y avait beaucoup de Juifs à Néry-les-Bains. Il ne dit pas pourquoi, mais il dit qu'il y avait énormément de Juifs à Néry-les-Bains. Mais il dit là encore, les classes sociales ne se mélangeaient pas forcément. Donc lui, il explique qu'en tant que, finalement, juif étranger, désargenté, sa mère faisait les ménages, son père donnait des cours de langue, mais que lui, il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas grand-chose à manger, alors que il parle d'ailleurs des Juifs français. Alors les Juifs français, pour mes grands-parents et arrière-grands-parents d'origine polonaise et allemande, ça me fait toujours un petit peu sourire, mais dans sa vision des Juifs, en tout cas un petit peu plus fortunés et qui avaient eu plus de chance, donc ceux-là, ils sont comme mon arrière-grand-père, ils sont aux terrasses, ils lisent le journal. Je ne dis pas qu'ils vont au casino de Néry-les-Bains parce qu'il était fermé, il avait été réquisitionné, mais en tout cas, ils parlent bien de cette différence importante entre juifs français et juifs étrangers, même à Néry-les-Bains à l'époque. En l'occurrence, votre arrière-grand-père allemand était français et vos grands-parents et votre... Devenu français, oui, était devenu français. Oui. Mon grand-père, Léopold Poldi, donc Waxman, alors lui était né à Auschwitz en 1904 et était venu l'année suivante à Strasbourg, donc avec ses parents. Donc, comme j'avais dit, il était d'origine polonaise. Et il est devenu français quand il a prêté serment au barreau, c'est-à-dire en 1928 seulement. Et Adolphe Frank et la famille Frank, eux, sont devenus français en 1925 par un décret de naturalisation. Donc, c'était quand même des Français de cœur, mais des Français récents. Et des Français récents. Alors, je reviens sur ma question par rapport au statut des Juifs et après à l'Étoile jaune. Parce que vous avez fait beaucoup de recherches à ce sujet.
vous imaginiez, enfin dans vos recherches, que ah, ce bruit, que votre famille, enfin toute cette parentèle étaient des hommes de loi qui a priori ont respecté la loi, mais que s'est-il passé? Se sont-ils fait recenser, puisqu'il s'agit de cela, ou pas? Et également concernant Étoile jaune, si vous voulez bien nous raconter. Oui, Gabriel. Alors, je me permets une toute petite digression parce que je crois voir mon père. Donc, le petit Jean-Paul, dans le livre qui s'appelle aussi Coco, hein, il y a toujours ce bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense qu'il faut peut-être remettre tout le monde en mute. Alors, il y a quelqu'un qui allume tout le temps le micro. Voilà. Merci. Merci. Alors, j'en profite pour saluer mon père, le petit Coco ou Jean-Paul Waxman qu'on voit apparaître là. Je ne sais pas s'il nous fait un petit coucou, mais voilà. Alors, il a fait un petit signe. Il a fait un petit signe. Bon, voilà. Il reste discret, mais on le voit. Donc, Waxman. Voilà. Si longtemps, bon, oui. Je ne sais pas s'il est... Bon, enfin bon. Voilà, donc je vais continuer. Ah, je vois d'autres membres de ma famille, donc je suis très contente de les voir auprès de moi aujourd'hui. Bonjour Martine. Excusez-moi de ce petit intermède familial, mais comme on parle d'un livre de famille, ça n'est pas gênant, je pense. Alors, je vais revenir à tes questions, Gabriel, sur... donc, comme vous le savez, s'abattent sur les Juifs des dizaines et des dizaines de règles restrictives, des règles de persécution. Ça commence par le... Alors, les règles s'appliquent un petit peu différemment entre la zone occupée, où c'est d'ailleurs des ordonnances allemandes, et la zone libre, qui ne sera plus libre à partir de novembre 1942, puisque les Allemands envahissent l'ensemble de la France. Donc, il y a une superposition d'ordonnances allemandes, de décrets, de textes de Vichy, à une cadence absolument infernale. Donc, ça commence par le premier statut des Juifs. Alors, le premier statut des Juifs et le recensement des Juifs en zone occupée. Donc, le premier statut des Juifs, c'est un choc absolument incroyable pour les familles juives, en tout cas celles qui étaient bien intégrées, les familles, disons, bourgeoises. Mais ça touche finalement qu'une portion relativement réduite des Juifs, puisque c'était un statut qui excluait tous les fonctionnaires juifs de la fonction publique. Et quand je parle des fonctionnaires, ça voulait dire aussi les militaires. Donc, vous retrouvez des documents tout à fait déchirants de généraux, de gens qui ont perdu des enfants pendant la Première Guerre mondiale, de conseillers d'État, de professeurs d'université qui sont obligés de quitter comme des malpropres, hein, qui sont chassés de la... Allô ? de la fonction publique, qui sont chassés de la fonction, je pense que c'est bon, qui sont chassés de la fonction publique à partir du 1er octobre 40. Donc ça, c'est les premiers textes. Ensuite, il y aura des numerus clausus dans un certain nombre de professions. Vous avez aussi les textes d'arianisation, donc ça veut dire que dans toute la France, tous les Juifs sont obligés d'abandonner leur entreprise, leurs magasins, hein, qui sont mis sous administration provisoire, sans aucun dédommagement. Donc c'est des vraies spoliations, ça s'appelle l'arianisation des biens juifs. Donc ça se met en place à partir de 1941. Et ensuite, d'autres mesures évidemment dégradantes, dont la plus connue, c'est l'étoile jaune, ça c'est le printemps 42. Alors là, l'étoile jaune, moi j'ai fait un contresens très important au départ quand j'ai écrit le livre, parce que mes parents étant en zone libre, l'étoile jaune ne sera jamais imposée en zone libre. Les raisons sont un petit peu obscures, mais l'étoile jaune sera essentiellement sera portée en zone occupée et essentiellement dans le département de la Seine, hein, qui était l'Île-de-France, essentiellement à Paris. Ça fait beaucoup de gens, hein, de la communauté qui l'ont porté, mais en tout cas en zone libre. Donc moi j'avais un moment demandé à mon père, j'ai dit mais est-ce que tu te souviens d'avoir porté l'étoile jaune, comment tu faisais, quel était le traumatisme? Et il m'avait dit non, je ne l'ai jamais porté, mais la réalité c'est qu'il ne l'a jamais porté, ni notre famille, c'est parce qu'en zone libre elle n'avait jamais été imposée. Bon, vous direz c'est une maigre consolation. Allô? Qui ont dû le faire. Et en tout cas, ça, c'est au printemps 2. Alors, il y a plein d'autres choses. Les magasins seulement à partir de 16 h. Anne, il y a un petit problème. Voilà, donc il y a beaucoup de textes qui s'appliquent pour les Juifs. Et en principe, évidemment, les Juifs n'ont plus le droit de travailler.
ou alors il ne... Oui, Il y a un petit problème Oui. de Des connexions. connexion. Je ne sais pas si c'est chez vous. non, moi je suis connectée a priori. Bon, moi aussi. Bon, là, ça va. Pour l'instant, ça va. Hein, ça va de Ça va nouveau. là? Vous Ouais. m'entendez là? Ouais, là, on entend de nouveau bien. Ouais. Je sais pas Ok, alors donc j'expliquais hein, tous ces textes le statut des Juifs. Mais ouais, le statut des Juifs, l'étoile jaune, etc. Donc c'est ce que alors, j'expliquais. l'étoile jaune, merci de repréciser effectivement que en fait, ça concernait pas les Juifs en zone libre. Mais par contre, sur le recensement, c'est là où vous écrivez dans votre livre. Vous pensiez que que Adolphe jamais ne se serait fait recenser. Alors effectivement, je tenais un peu alors comme ma famille, enfin, en tout cas celle précisément dont je parle, n'a pas été victime de la Shoah, j'avais un peu de mal aussi à témoigner parce que je me disais, mais est-ce que ça vaut la peine de parler de gens qui étaient en dessous des radars, finalement, qui ont essayé de survivre comme ils ont pu? Quel est l'intérêt par rapport à les grands témoignages français, pas les Claude Lanzmann, les Robert Badinter, mon père est arrêté en 1943 à Lyon par Barbie, etc. Bon. Donc, et une des choses qui m'avait frappé, c'est que, comme vous le savez, en France, la République ne faisait aucune distinction auprès des Français, en tout cas avant la guerre. Et donc, comment les Juifs ont été repérés, c'est qu'on leur a demandé, enfin, on les a obligés de se recenser. Alors d'abord, le recensement commence très tôt, en septembre 1940 en zone occupée, et il sera mis en place en juin 1941 en zone libre. Et donc, les gens devaient aller se faire recenser. Donc là, il y a un dilemme moral très important pour tous les gens de cette époque. C'est vraiment la question qu'on se pose soi-même. Est-ce que je serais allé me faire recenser ou pas? Alors, en septembre 40, c'est une ordonnance allemande, fin septembre 40, il n'y a même pas encore le statut des Juifs. Donc, les gens, finalement, c'était une obligation administrative. Après, si on n'y allait pas, on se mettait dans l'illégalité avec des risques de condamnation. En juin 41, en zone libre, c'est vrai que c'est un petit peu différent. On commence déjà à savoir un petit peu de quoi les Allemands sont capables, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en France. Alors les grandes rafles, hein, attention, parce qu'il ne faut pas réécrire l'histoire avec la connaissance du futur qu'on peut avoir. Les grandes rafles, elles commencent, enfin les grandes rafles, la grande rafle du Veldiv, c'est juillet 42, donc c'est bien après ces questions de recensement. D'ailleurs, le recensement a permis très largement en partie ces rafles. Donc, quand la question se pose fin septembre 40 ou en juin 41, il y a eu des premières arrestations à Paris au début de l'année 41, mais enfin elles paraissent peut-être un peu lointaines quand on est au centre de la France. Et donc le grand point sur lequel j'avais accroché mon livre, c'était de me dire, et d'ailleurs c'est mon père qui me l'avait dit très largement, que personne dans la famille ne s'était fait recenser. Donc ni Adolphe à Néry-les-Bains, ni mon grand-père, que ce soit à Toulouse, à Agen ou à Grenoble, ni les trois frères de Lise, qui étaient eux-mêmes dans différents endroits. Et au bout d'un moment, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. Alors Ernest Franck, le frère de Lise, qui était magistrat, avait été chassé de la magistrature par le premier statut des Juifs. Et donc, il doit quitter la magistrature en décembre 1940. J'ai retrouvé un décret qui le dit noir sur blanc. Alors, c'est quand même bizarre que quelqu'un, finalement, qui est dans un décret de 1940, obligé par le statut des Juifs à quitter ses fonctions, celui-là ne soit pas rattrapé par des questions de recensement. Donc, premier point un peu bizarre. Finalement, je me suis lancée et j'ai contacté les archives départementales de plusieurs départements, aussi pour d'autres questions, essayer de retrouver d'autres documents. Et c'est là que j'ai découvert que du côté Franck, donc Adolphe, ses trois fils Ernest, Paul et Robert, j'ai retrouvé en 6 traces de recensement successifs, notamment à Néry-les-Bains. Alors c'est des documents épouvantables, j'en reproduis quelques-uns dans le livre. Donc recensement des Israélites réfugiés à Néry-les-Bains, recensement des Juifs. Donc ça, c'est la partie, c'est Adolphe et ses fils. Et j'ai retrouvé un recensement de Paul Dy, donc de Paul Dy Waxman, Lise Waxman et Jean-Paul Waxman. Tous les trois sont mentionnés à à Agen, pardon, à l'été 41, donc à partir, en fait, à la mise en place du recensement en zone libre.
Ils sont recensés dans un document. Alors, il y a pas mal de détails. Il y a des codes sur les nationalités, leurs biens, où est-ce qu'ils habitaient avant. Donc, c'est des documents absolument horribles et qui sont, je m'adresse aussi à ceux que ce genre de travaux intéressent. On les retrouve dans les archives départementales où vos parents ou votre famille ont pu être réfugiés ou se cacher ou malheureusement arrêtés. C'est des documents qu'on retrouve lorsqu'ils existent. Moi, je me suis adressée à des archivistes qui m'ont aidé de façon très aimable. Je n'ai pas eu besoin d'y aller. Ils m'ont envoyé les documents avec les bonnes cotes et des reproductions de façon... Il faut leur laisser un peu de temps pour travailler, mais c'est des documents qui se retrouvent, je dirais, sans trop de difficultés. Sachant que dans les archives, j'ai retrouvé des bulletins de classe de mon père au lycée Bernard Palissy à Agen. Donc, les archives administratives recèlent beaucoup de choses. Alors là, vous parlez de votre père qui a été au collège à Agen. Donc eux, cette micro-cellule familiale a bougé. Enfin, de toute façon, votre grand-père était à Marseille. Après, il n'a plus pu travailler à Marseille non plus. Donc mon grand-père quitte Marseille rapidement. Il se fait engager à la Fiduciaire de France. Alors, on est à la fin 40. Il va chercher Lise, sa femme, et mon père, Jean-Paul. Et il va 2 mois à Toulouse, alors là, j'ai pas grand-chose. Et ensuite, ils vont à Agen de mars 41 à février 43. Et ensuite, ils vont à Grenoble. Et il exerce, en fait, à Agen et à Grenoble ses activités, donc à la Fiduciaire de France, avec sa petite famille, donc il trouve à se loger dans des villes où il connaissait, en réalité, alors personne, je ne sais pas. À ce moment-là, il est sous une fausse identité, n'est-ce pas? Il est sous une fausse identité, mais c'est encore plus compliqué que ça. Il a souvent ses 2 jeux de papier en poche. Donc, il y a Monsieur Léopold de Villemain et Monsieur Léopold de Waxman qui se promènent. D'ailleurs, une ou 2 fois, il est contrôlé et ça a failli tourner au drame parce qu'à force de vouloir trop en faire, évidemment, si on découvre qu'on a 2 pièces d'identité, ça aurait été un grave problème pour la police française, bien sûr. Alors, le paradoxe là-dedans, c'est que mon grand-père avait des fausses cartes d'identité. Pour ma grand-mère, j'ai quasiment rien trouvé. Bon, mais elle voyageait moins, c'était peut-être un peu moins compliqué. Par contre, mon père, lui, à Agen et à Grenoble, donc au lycée Bernard Palissy d'Agen et au lycée Champollion de Grenoble, et ça, j'en suis certaine, puisque j'ai ses bulletins de classe, des photos de classe et tout ce qu'il faut, des prix qu'il a reçus effectivement également à l'école, les prix de chant, mais j'y reviendrai peut-être, parce qu'il chantait très bien. Enfin, mon père a toujours bien chanté, il a eu un prix de chant grâce à Maréchal Nous Voilà. Mais en tout cas, mon père était scolarisé sous son nom de Waxman. Donc toute la guerre, Jean-Paul Waxman est un étudiant dont on trouve la trace très facilement, puisqu'il avait son nom normal, on va dire, son vrai nom. Donc mon père, lui, est scolarisé sous Jean-Paul Waxman, et son propre père probablement travaille en s'appelant Léopold Villemain. Et les cartes postales, mon père les reçoit sous Jean-Paul Waxman. Donc vous voyez l'imbroglio total. Ce qui me frappe là-dedans, c'est pas tant l'imbroglio qui était très courant à cette époque, mais c'est le fait de souligner que si votre père, en tant que collégien, et évidemment votre grand-père également, n'ont pas été inquiétés, c'est parce qu'ils ont eu la chance de croiser des professeurs, des directeurs d'école, des collègues qui ne les ont pas dénoncés. Parce que si le petit Waxman était à Agen, il devait certainement y avoir d'autres enfants juifs sur des fausses identités ou pas des fausses identités. Enfin, Waxman, ça ne fait pas tellement non français du Sud-Ouest. Donc, il y a cet aspect-là dont, si je puis dire, vous ne parlez pas tellement dans votre livre, c'est que on peut considérer que tous les Juifs qui ont survécu à cette époque, qui ont terminé la guerre en étant vivants, c'est grâce forcément à un moment donné, ça veut dire qu'ils ont eu de la chance et qu'ils ont eu aussi la chance de rencontrer, de croiser, de côtoyer des Français qui ne les ont pas dénoncés et qui, par leur mutisme, les ont protégés. C'est pas forcément de la résistance grandiose, mais c'est certainement une résistance passive. Et
peut-être un peu l'angle que je ne trouve pas tellement dans votre livre, parce que est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce que non, je veux dire, on ne sent pas la peur dans ce livre. Alors, il est passionnant vraiment à beaucoup d'égards, enfin pas beaucoup, à tous les égards. Il est vraiment très intéressant et je rends vraiment hommage au travail que vous avez fait sur ce livre. Et d'ailleurs, je voudrais citer à un moment donné des extraits parce que vous avez épluché la presse antisémite de l'époque. Hein. Je veux dire, on peut citer des extraits de Je Ça suis fait pas... peur, hein, ça fait Ouais, peur. ça fait peur. Voilà. Mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Ben, en fait, alors peut-être que par pudeur, j'ai voulu retenir un peu mes sentiments parce que moi je suis la petite fille qui parle de son grand-père, Oui. qui est donc celui qui travaille à la Fiduciaire de France. Je parle un petit peu de ma grand-mère parce que c'est plus difficile de trouver des documents. Elle était mère au foyer, elle devait s'angoisser dès qu'elle allait chercher son fils à l'école. Alors heureusement, ils habitaient assez près des 2 lycées où mon père a été scolarisé, donc elle sortait assez peu. Elle allait chercher Jean-Paul, elle faisait quelques centaines de mètres et elle rentrait, mais elle devait s'occuper du ravitaillement, faire les queues interminables, montrer ses cartes de ravitaillement, les faire renouveler, donc c'était l'angoisse. Et donc, ma grand-mère devait s'inquiéter énormément pour son fils. Enfin, c'est complètement logique. Alors, mon grand-père, moi, je l'ai connu quand j'étais plus grande, dans les années 70. Donc, mon grand-père, j'avais plus de mal à l'imaginer ayant peur, puis c'était les hommes de la famille. Donc, l'homme de la famille, il devait probablement cacher un peu ses angoisses. Surtout que lui, il voyageait beaucoup pour son travail. Hein. Il était tout le temps dans le train, à bicyclette. Il allait visiter les entreprises pour faire du secrétariat juridique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des cartes postales, parce qu'il se déplaçait au-delà de son foyer. Donc, l'angoisse, je pose la question, elle devait être présente en permanence, parce que quand ma grand-mère sortait faire les courses, elle voyait la propagande antisémite, les juifs sont des rats, arrêtons les youpins, le juif suce, le juif est la France, les journaux sont une abomination. Mon grand-père qui allait dans les entreprises voyait bien qu'un certain nombre de magasins, y compris d'ailleurs à Montluçon ou à Agen ou à Grenoble, il y avait des petites affichettes. Hein, on voyait magasins juifs qui étaient passés à des administrateurs provisoires, revendus. Tout ça, lui, le voyait. Donc, c'était une atmosphère incroyablement anxiogène. Alors, juste une petite question, c'est que à la fin de la guerre, votre arrière-grand-père Adolphe est resté à Néry-les-Bains. D'ailleurs, il est décédé. Hein, il décède, oui, voilà, il décède en 1945. Mais Néry-les-Bains n'a pas été épargné par l'occupation allemande. Oui, oui, alors effectivement. Et en l'occurrence, les parents de Saul Friedlander ont été déportés. Oui, ils ont été arrêtés. Alors, ils ont été un peu. Alors, il y a encore, en fait, à partir de. Donc, il y a la plus grande rafle, c'est la rafle du Veldiv à l'été 42, au mois de juillet. Et au mois d'août 42, il y a beaucoup d'arrestations en zone libre. Hein. Plusieurs milliers de juifs, beaucoup de juifs étrangers sont arrêtés à ce moment-là. Mais à partir de là, c'est plus des rafles massives de milliers de personnes, parce que les juifs ont quand même compris qu'il fallait ne pas rester en groupe, encore qu'il y a des exceptions un peu compliquées, notamment à Grenoble, qui passe sous contrôle italien en 1943 et où les Italiens, tout en étant fascistes, refusent d'arrêter les Juifs et d'appliquer les textes antisémites. Évidemment, les Juifs arrivent, comme mes grands-parents vont à Grenoble, et après, quand l'Italie perd la guerre, la Gestapo arrive, et donc c'est des arrestations incessantes, hein, des centaines d'arrestations. Donc, à Néry-les-Bains, c'est pareil, il y a des arrestations larvées. Alors, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de Juifs à Néry-les-Bains, et au mois de mai 1944, donc vous imaginez, on est 3 semaines avant le débarquement, il y a une trentaine de Juifs qui vont être raflés, dont un certain nombre, d'ailleurs, devaient être de Strasbourg. Il y a une plaque commémorative à Néry-les-Bains de ces Juifs qui sont arrêtés au mois de mai 1944. Et alors là, mon arrière-grand-père, heureusement, ses fils ont eu des informations, puisque l'un de ses fils, Ernest Franck, est un grand résistant qui va commander les FFI qui vont libérer Montluçon, qui est à côté de Néry. Mais là, ce n'est pas Ernest, c'est Paul Franck, qui était médecin en Dordogne, qui avait, alors là, c'est l'exemple typique de Français qui ont aidé. Donc, il avait sympathisé avec une logeuse quand il finissait ses études de médecine à Clermont-Ferrand. Et cette logeuse s'était pris d'amitié pour Paul Franck. Et en tout cas, grâce à elle, il est prévenu il sait qu'il va se passer quelque chose à Néry-les-Bains au mois de mai 1944. Et il emmène son père, donc Adolphe, se cacher dans la Creuse,
à Dontrex, c'est encore plus petit que Néry-les-Bains, et il le cache, donc Paul cache Adolphe à Dontrex dans la Creuse, qui est à côté de l'Allier, dans une ferme grâce à la logeuse qu'il avait eue à Clermont-Ferrand. Et donc, c'est des paysans. Hein, j'ai une ou deux photos, on a l'impression d'être au 19e siècle. Alors, Adolphe, qui était toujours très élégant, là, il est vraiment vêtu comme un paysan pour le protéger. Et donc, ces paysans-là, dont je n'ai pas retrouvé le nom, l'ont caché plusieurs semaines, alors qu'à Néry-les-Bains, les gens étaient arrêtés, ils étaient emmenés à Drancy, hein, avec Aloïs Brunner plus déchaîné que jamais, et ensuite c'était direction à Auschwitz. Et donc notamment même quelques années avant, les parents de Saul Friedlander, qui ont été arrêtés, eux, en essayant de passer la frontière suisse. Oui, c'est ça. Alors, ces excellents Français, qui étaient-ils, ces excellents Français? Pourquoi avez-vous, et puis racontez-nous la petite histoire de ce titre que d'aucuns connaissent, alors, et que Yoav est prêt à faire passer, musicalement parlant. Voilà. Ces excellents Français, comment vous êtes arrivés Ces excellents Français, je pense que vous connaissez le chanson de Maurice Chevalier. Alors là, c'est la chanson de Pierre Dac, mais c'est la chanson de Maurice Chevalier. En fait, moi, j'étais partie du principe que ma famille se prenait pour des excellents Français, dans le sens où ils avaient bien réussi, ils étaient intégrés à la République française, la Troisième République, et que donc c'était ça un peu l'idée du titre du livre, en lien avec la chanson. Puis comme la chanson date de 1939, c'était aussi très approprié. Mais c'était aussi des excellents Français, c'est d'autres Français, c'est les Français qui ont aidé mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ces Français peut-être pas forcément, comme le disait Gabriel, hein, qui ont fait des actes de résistance incroyables, mais qui par leur passivité ou des aides, hein, comme cette famille d'agriculteurs qui a caché mon arrière-grand-père, cette logeuse de mon grand-oncle, ou d'autres personnes, le patron de mon grand-père pendant 2 ans à Grenoble, alors que c'était absolument l'horreur, les tractions avant arrêtaient les résistants, les juifs, tout le monde, lui il l'a protégé, il faisait des fausses attestations, il savait très bien qu'il était juif, il l'a même accueilli, parce qu'il se trouvait que son fils était à l'école au lycée Champollion avec mon père, ils les ont accueillis chez eux, enfin voilà, c'est aussi ça, ces excellents Français. Tout le monde n'a pas été abominable, tout le monde n'a pas été héroïque, mais il y a eu, à partir, on va dire, de l'été 42, après la rafle du Veldiv et l'étoile jaune, une prise de conscience en France qu'il se passait quelque chose d'absolument abominable. Merci. Alors, merci Anne. Yoav, finalement, je ne sais pas, je voudrais encore parler 5 minutes avec Anne, donc je ne sais pas si on a le temps pour la musique. Je pense que ça va prendre du temps, mais je propose que quand même, peut-être on monte quelques photos. Il y a de magnifiques photos. Oui, okay. Alors, on laisse tomber la musique et montre quelques photos. Vas-y. Alors, on commence à la fin. Anne? Oui, comme vous voulez. Voilà. Est-ce que c'est bien ça, la photo avec les... Exactement. Donc là, on voit Adolphe. Bon, il était plus chic sur d'autres photos, hein, il est plus resplendissant, mais là, vous voyez, ça fait 5 ans qu'il est caché, enfin qu'il est à Néry-les-Bains, il s'inquiète pour ses enfants. Donc l'usure de la guerre, hein, lui, il va mourir, il était malade à la fin de la guerre, il va mourir en 1945. Donc lui, malheureusement, il va jamais rentrer à Strasbourg, cette ville qu'il adorait, l'Alsace qui était très chère à son cœur. Donc il est caché à Dontrex. Là, donc voilà, habillé comme un paysan. Donc là, on est à l'été 44. Hein, que cette photo fait très 19e siècle. En fait. Ouais. Alors, effectivement, il y a sur toutes les autres photos, l'arrière-grand-père Adolphe est quelqu'un d'extrêmement élégant, toujours en costume 3 pièces. Montre si tu en as d'autres. On va commencer au début. Ah, voilà. Ça, c'est mon grand-père. Alors, mon grand-père et ma grand-mère à l'Orangerie, pour ceux qui connaissent Strasbourg. Et donc là, vous avez le petit bébé là, qui doit avoir 1 an, donc on doit être en 36. Vous pouvez voir mon père qui a 85 ans quelque part sur une des petites vignettes. Hein. Il a changé un petit peu quand même. On a du mal à le reconnaître, mais c'est normal. Et donc ma grand-mère resplendissante, hein, c'était un couple de cinéma. Hein. Ils étaient vraiment sublimes. Et donc ça, c'est mon grand-père à droite, donc avocat, qui va travailler avec la Fiduciaire de France. Et donc ma grand-mère, Lise Franck, qui se marie avec Paul Di, qui est né à Auschwitz. Voilà. Et cette photo, vous avez trouvé où?
Bah, Bah, c'est une photo qui était dans le carton avec mon avec père. tout le reste. Il y avait beaucoup de photos d'avant-guerre, Mm. avec tout le reste. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. est-ce qu'il y a Mm. quelques autres photos, peut-être aussi des cartes postales, on n'a peut-être pas le temps de tout regarder, mais Oui, quelques-unes. je descends et Oui, vas-y. Bon, ça c'est toujours la magnifique famille. Descends encore, hein. Ah, ça c'est le livre de mariage des arrière-grands-parents de Anne, hein, voilà, d'Adolphe. Euh, En tout cas, je rends hommage au sens de la conservation dans votre famille. C'est impressionnant. Il faut toujours garder les vieilles photos. Et Bah oui, contrairement aux apparences, oui. ouais. Bon, ça, ouais, on peut aussi Oui, avancer. on peut dire un petit mot là-dessus, voilà. Puis après, il y a des lettres d'enfants sur Hitler, hein, sur le sens de la dissimulation. Vous racontez des histoires justement dans la capacité de votre grand-père Léopold, n'est-ce pas, à faire croire en fait, puisque la question se pose comment il a pu continuer à travailler pendant toute cette période-là, et à passer entre les gouttes. En fait, il avait l'art de la dissimulation. Voilà. Bah, il faut N'est-ce pas? croire que... Bon, Non, c'était puisqu'il se promenait, vous racontez, n'est-ce pas, qu'il se promenait avec un journal, le oui, journal il se promenait Signal. avec Signal. Il se promenait avec Signal dans les wagons, donc il faisait le bon petit collaborateur ou le pro-allemand en tout cas. Évidemment, il parlait parfaitement l'allemand, donc si quelqu'un des Allemands lui avait adressé la parole, il aurait pu répondre en allemand. Alors, je ne sais pas si ça aurait été un plus ou un moins d'ailleurs, mais en tout cas, il avait ses journaux pour passer comme quelqu'un qui lit la presse collaborationniste. D'ailleurs, moi, j'ai lu à plusieurs reprises dans des livres d'historiens qu'il était assez courant que des juifs, pour se dissimuler ou pour paraître faire époque, avaient la presse collaborationniste toujours avec eux pour paraître, on va dire, je ne vais pas dire un bon français parce que ce n'est pas du tout le propos de mon livre, mais pour se noyer dans la masse, on va dire. Donc, voilà, vous voyez toutes Non, tout ces à fait. Quand je parlais de l'art de la cartes dissimulation, je postales faisais qui référence à dressent ça. avec les petits chats. Là, c'est les petits canards, mais il y a beaucoup de petits chats. Non, mais elles sont géniales, ces cartes. Elles sont. Ouais, oui, c'est des objets de musée. D'ailleurs, ça pose la question de comment va-t-on gérer les archives dans 50 ans d'aujourd'hui, puisqu'on n'écrit quasiment plus et les cartes postales ont presque disparu. Tout va être numérisé, ça va être très, très curieux. Bah, en tout cas, là, tout a été numérisé pour être déposé au mémorial de la Shoah, qui est évidemment intéressé. Je n'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. J'ai beaucoup plus de documents que ce qui est reproduit dans le livre, mais il y a déjà pas mal de choses. Là, d'ailleurs, on voyait juste la carte. Si on peut juste revenir, Yoav. oui. Avant, on voit une carte d'identité de mon grand-père. Alors là, on voit Villemain, par exemple. Vous Voilà. voyez, là, il y a un Waxman en haut et un Villemain qui se promène. Donc, il y avait plein de choses. Donc on voit bien un Villemain qui est en 43. Donc Ouais. quand on a ces deux cartes postales dans les poches, c'est un petit peu compliqué. Mais il ne fallait pas s'embrouiller. Alors, est-ce que vous avez, Yoav, si on Oui. peut. Bon, il y a de quoi continuer, hein, mais Alors, je pense qu'il nous faudra encore au moins une heure, mais voilà, c'est ça. Alors, je voudrais juste que Anne nous dise, vous avez reçu, suite à la publication de ce livre, est-ce que vous avez reçu des lettres? Est-ce qu'il y a des gens à qui ça a parlé, est-ce que vous avez reçu des témoignages suite à cette publication? Ah oui, alors j'ai reçu effectivement, alors je ne m'y attendais pas du tout parce que je n'ai pas d'expérience. Mon métier principal, c'est quand même le droit. J'ai reçu énormément de témoignages et franchement, certains font monter les larmes aux yeux. C'est très émouvant. Mais j'ai reçu des témoignages alors de gens âgés qui ont l'âge de mon père, qui me disaient « Ah, ben, ça me fait remonter des souvenirs, voilà ce que nous on a fait, etc. » Mais j'ai aussi reçu des témoignages et, qui racontaient d'abord qu'eux-mêmes avaient cherché à savoir et comment ils avaient eu, souvent ils s'étaient heurtés à un mur. Donc on a tous des souvenirs, je dirais, de sa génération, les souvenirs de gens de 50 ans, de 40 ans, de gens qui ont 15 ans maintenant, qui essayent de découvrir un peu ce passé.
Mais Ouais. j'ai reçu un témoignage. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages de gens que je ne connaissais pas par email ou autre. Et j'ai envoyé mon livre à Monsieur Klarsfeld, que je ne connais pas du tout. Et il m'a renvoyé un petit mot vraiment très émouvant. Et je dirais d'autant plus émouvant que il a pu témoigner sur un des lieux importants du livre, qui est Néry-les-Bains, puisque dans le mot qu'il m'a écrit, il me raconte que lui et sa mère sont allés pendant 20 ans après à Néry-les-Bains, puisque Néry-les-Bains en fait était une ville d'eau, et grâce aux dommages de guerre payés par l'Allemagne, de nombreux juifs ont pu s'offrir des séjours dans les villes thermales, et en particulier à Néry-les-Bains. Donc pendant 20 ans, la station a vécu notamment grâce au séjour des juifs qui ont pu s'y rendre. Et donc Serge Klarsfeld et sa mère, donc lui, Néry-les-Bains, ça l'a beaucoup intéressé de lire des choses sur l'histoire de ce... Comme quoi les liens que l'on tisse sont immenses. Et donc il me dit maintenant, vous êtes vous êtes devenue une militante de la mémoire, quelque chose comme ça, et ça m'a beaucoup touchée, évidemment. Vous avez gardé la trace de ce qui s'est passé, une trace pour votre famille, et vous militez pour la mémoire. Donc j'ai été vraiment très très touchée par ce mot du plus grand spécialiste français, voire au monde, de ce genre de questions, évidemment. Donc c'était un beau témoignage pour moi. Tous les témoignages sont importants et m'ont fait très plaisir, évidemment, mais celui-là, il est très proche il est proche et il est cher à mon cœur, évidemment. Ah bah oui, on comprend très bien. Et puis c'est bon, je ne veux pas dire que c'est un juste retour, une juste réponse, enfin, au travail que vous avez fourni. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre? Alors j'ai mis plus de 5 ans, c'était à la fois un plaisir et une douleur, hein, parce que l'époque est très dure, donc quand on s'y replonge le soir après une journée de travail, par moment on est un peu déprimé, hein, c'est un peu dur. Mais en même temps, bon, on a la volonté de ressortir des gens du passé, hein, mais ma famille, mais pas seulement, des témoignages de l'époque, de citer de grands auteurs, de lire aussi des grands livres, hein, que ce soit d'autres témoignages, hein, de Patrick Modiano, de Georges Perec. J'espère aussi que mon livre va servir à donner, à introduire à d'autres livres, beaucoup plus importants que le mien d'ailleurs, mais en tout cas faire œuvre de passage en matière littéraire et historique. Donc j'ai mis 5 ans, mais bon, j'avais un métier à titre principal, hein, il faut donc, Ah, même. Les 5 ans sont. Enfin, on comprend très bien lorsqu'on voit le travail fourni, et je précise effectivement que le livre ouvre sur beaucoup d'autres titres, et vous avez une bibliographie en fait très impressionnante, hein, qui est citée à la fin évidemment, puisque vous citez toutes vos sources, et toutes les sources sont citées, et la bibliographie. Voilà, et pas seulement impressionnante, elle est très intéressante. Elle est très intéressante, et elle donne effectivement plein de pistes pour lire d'autres livres sur le sujet, de tous les grands historiens contemporains qui ont écrit sur le sujet, comme Léon Poliakov, André Caspi, Annick Rigel et d'autres, évidemment. Vous citez aussi beaucoup Yvan Jablonka, qui a écrit, Yvan Jablonka a inspiré, je pense, beaucoup de gens de sa génération en écrivant Histoire de ses parents que je n'ai pas connus. Et en fait, vous avez fait la même chose, et je pense que votre famille l'a pris comme tel. C'est un merveilleux cadeau à votre famille que vous faites. Oui, j'espère qu'ils le prennent. Ils le prennent comme ça. Ouais, je ne vois plus mon père, donc j'espère que je ne l'ai pas ennuyé avec ce que j'ai raconté, mais je pense qu'il est quelque part connecté ou au téléphone. Non, mais peut-être. écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du consistoire israélite pour parler de votre livre. Je demande quand même, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Est-ce qu'une personne veut intervenir? Elle peut écrire ou montrer ou intervenir. Yoav, tu ouvres les micros peut-être 30 secondes? Oui. Martin, tu as ouvert le micro, est-ce que tu veux réagir? Ah, j'ai vu que... Rien à ajouter à une histoire pareille. D'accord, il y a plusieurs Il y a personnes. Doris qui veut parler. Oui, moi, si je peux poser une petite question. C'était extrêmement intéressant, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous disiez que votre père avait été envoyé dans un home d'enfants en 1939, donc il avait 4 ans à l'époque. Alors,
pourquoi, comment, et puis qu'est-ce que c'est que cet épisode? Alors, c'est l'épisode, c'est les premières cartes postales, c'est pour ça que je le raconte. Alors, donc, j'imagine que mes grands-parents, voyant la déclaration de guerre, parce que là, il y est 3 mois, donc de septembre à novembre 1939, voyant la déclaration de guerre, bon, ils se sont dit, comme ils connaissaient assez bien la Suisse, ils se sont dit, bon, parents au plus pressés, peut-être que la guerre va être rapide, et on met au moins notre fils à l'abri, et on le met près de Zug, dans un home d'enfants. Mais en fait, donc ils s'écrivent des cartes postales. Alors ça commence là. Alors évidemment, ils reçoivent des cartes postales à Néry-les-Bains en allemand, parce que donc c'est pas idéal à ce moment-là de recevoir des cartes postales en allemand. Mais je pense qu'au bout de 3 mois, comme il se passait rien et que c'était la drôle de guerre, bah, ma grand-mère, elle s'ennuyait de son petit garçon, mon grand-père pareil, et donc ils sont partis de Néry-les-Bains, ils sont allés le rechercher. Et donc en novembre 39, le petit Jean-Paul, Coco, bah, il le ramène à Néry-les-Bains, en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Ouais. C'est bon. Doris, là, on t'entend plus. Ah, il faut activer le micro. Le micro est fermé, Doris. Le micro est fermé. Bon. Ben, j'étais complètement déconnectée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais juste dire merci. Voilà, j'ai eu la réponse à ma question. Merci beaucoup. Merci pour l'ensemble, d'ailleurs. En fait, ils ont eu ce qui est vraiment frappant dans cette histoire familiale, c'est la clairvoyance de la famille, des grands-parents, de l'arrière-grand-père, et une clairvoyance qui est leur mérite évidemment, et qui est peut-être aussi expliquée par le fait que c'était des Juifs allemands et que donc ils comprenaient tout ce qui se passait en Allemagne. S'ils lisaient les journaux, s'ils écoutaient la radio, donc ils étaient au courant forcément de la montée de l'antisémitisme en Allemagne, et ils étaient peut-être plus prudents, n'est-ce pas, Anne? Peut-être, effectivement, ils ont eu cette historique qui décryptait évidemment très bien. Peut-être voilà, l'esprit, mon grand-père, l'esprit juridique aussi, pour essayer de décrypter tous les risques qu'il courait. Mon arrière-grand-père, qui voulait protéger sa famille, c'était vraiment l'homme protecteur par excellence. Et encore une fois, le coup de pouce important de Français bien intentionnés vis-à-vis de cette famille qui souvent n'étaient pas des gens qu'ils connaissaient depuis longtemps. C'était des liens qui s'étaient forgés au moment de la guerre, puisque leurs racines, elles étaient en Alsace. Elles n'étaient pas à Grenoble ou à Agen. Oui, tout à fait. Bon, mais... Tous ces Français qui ont apporté leur aide aux Juifs que vous parlez, ils étaient reconnus par Yad Vashem? Bah, c'est-à-dire que c'était, je crois, enfin, les quelques-uns dont je parle, non, je ne pense pas que ça a été le cas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu, les dossiers aient été faits par mon grand-père qui est mort aussi après, peut-être à un moment où on reparlait des dossiers des justes. Et d'ailleurs, dans mon livre, c'est aussi un peu un appel, parce que s'il y a une ou deux personnes qui se reconnaissent, on aimerait bien reprendre contact avec eux, notamment un monsieur Grenade à Grenoble qui a beaucoup aidé mon grand-père à la Fiduciaire de France. Les autres, je ne suis même pas sûre de leur nom de famille. Donc, c'est pas facile. Ah ben voilà, un livre, ça sert aussi à ça, à retrouver. Evelyne, est-ce que tu as demandé quelque chose? Je voulais dire que en fait, cette histoire ressemble beaucoup à celle de ma famille à moi. Ils ont été dans une autre ville et à d'autres endroits, mais sinon, ma tante a aussi écrit un livre sur ce qui s'est passé. Et par contre, mon père, qui était réfugié chez des paysans, il a donné la médaille des justes à ces paysans. Oui, c'est ça. Et plus le temps passe, plus c'est difficile de trouver les descendants, en fait. Dès qu'on a parlé des justes, dès qu'on a lancé ça en France, mon père immédiatement a recherché ces gens-là, il leur a fait décerner la médaille. Oui, c'est ça. Donc, c'était plus tôt. Bien. Je crois qu'on va arrêter là. N'est-ce pas, Yoav, si Yoav est d'accord? Il me reste à vraiment remercier beaucoup Anne Waxman. Merci, Ariel. Voilà, merci d'abord d'avoir écrit ces écrits en français, une famille juive sous l'occupation, d'avoir fait ce travail
cet énorme travail de recherche sur votre famille. Et puis merci d'avoir été avec nous, avec Yoav et avec toutes les personnes, tous les auditeurs et les spectateurs. On ne sait même plus comment vous appeler. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci et j'espère à la semaine prochaine avec Yoav et dans 2 semaines de nouveau pour une autre rencontre. Voilà. Et merci encore beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci Anne, Gabriel. Et bonne semaine à tout le monde. À la semaine Merci beaucoup Yoav. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.